Comprendre les enjeux, anticiper les risques, protéger l'avenir, éclairer votre quotidien. Répondre à vos doutes et bâtir ensemble une Afrique plus forte. De la recherche en laboratoire au cœur de nos foyers. Bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec le professeur Ider Bitam sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour chers éditeurs, bienvenue dans votre émission Vie et Santé. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur, donc c'est la période, c'est normal. Mais faut toujours se réhydrater, s'hydrater plutôt, prendre beaucoup d'eau, éviter de sortir dans des parties, dans des heures les plus chaudes, donc entre 10h et 16h. C'est normal, c'est les pics de chaleur. Sauf nécessité, il faut toujours prendre une casquette ou un chapeau, s'hydrater, prendre une petite bouteille d'eau qui vous permet de vous rafraîchir. Voilà, donc c'est très important. C'est des petits conseils, mais qui ont une importance capitale. Aujourd'hui, on va parler d'un pathogène si particulier qui est le choléra, Vibrio cholerae. Malheureusement, chaque année, donc on a des cas de mortalité ou des cas d'hospitalisation, voire de complications à l'échelle africaine. Donc, c'est le choléra. Donc, choléra, effectivement, c'est une bactérie qui est due à une mauvaise gestion des canalisations, ou bien c'est ce qu'on appelle la grosse connexion entre l'eau potable et l'eau des égouts. Et malheureusement, donc les bactéries qui restent dans les eaux d'égout donc vont pénétrer dans de l'eau potable. Et donc elle arrive dans notre robinet, donc c'est des robinets qui sont contaminés. Et malheureusement, ça fait des complications assez graves. Et on a toujours le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Bachaoui Salima, qui est médecin infectiologue, qui va nous parler un peu de la contamination, de la partie clinique, la partie traitement et prévention par rapport à cette pathogène. Dr Bachaoui. Bonjour, professeur Bitam. C'est toujours un honneur d'être parmi vous. Bonjour, chers auditrices et auditeurs. C'est très important justement de parler du choléra en cette période de forte chaleur où la cross-connection peut être à source de plusieurs maladies à transmission comme ça hydrique, dont le choléra en chef de file. Très bien. Donc effectivement, on a parlé chef de file parce que c'est parmi les pathogènes les plus dangereux. Bon, on a la leptospirose, on en a parlé déjà, donc peut-être pas assez parce que chaque année on a des cas de mortalité. Donc je pense qu'il faut qu'on reparle, on vous tarabuste. Donc je pense que c'est le terme qu'on doit faire, on doit vous tarabuster pour vous sensibiliser encore plus, pour éviter de vous faire contaminer, de vous faire de tomber malade. Parce que malheureusement, il y a des complications qui peuvent aller vers la mortalité. Le choléra est mortel. Faites attention, c'est pas une maladie bénigne, c'est pas quelque chose de simple. On peut l'éviter, mais il faut avoir la conscience pour l'éviter. Voilà, donc effectivement, la cross-connexion, on parle de mélange malheureusement, ou bien l'infection de l'eau infectée vers l'eau potable. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on peut voir, donc on n'a pas des microscopes au niveau de nos yeux, donc c'est microscopique. Et lorsqu'on prend même un beau verre d'eau comme ça, on remplit avec l'eau de source ou l'eau de robinet, on voit que c'est très propre, etc. Ça donne envie de boire, mais malheureusement, il y a des bactéries à l'intérieur qui peuvent nous faire des complications. Docteur Bachaoui, quels sont les symptômes qui disent effectivement qu'on a cette bactérie? Très bien, donc on reprend juste que bien sûr le choléra, le Vibrio cholerae, c'est une infection bactérienne, source de diarrhée infectieuse aiguë à potentiel épidémique. C'est le péril fécal par excellence. Ça veut dire que vous allez ingérer des aliments souillés et vous allez être contaminé par les selles de personnes contaminées. Donc c'est les deux tropismes oro-fécal. C'est comme ça qu'on résume justement cette pathologie. Les symptômes, bien sûr, vous pouvez avoir une incubation plus ou moins courte, qui peut aller maximum jusqu'à 5 jours, oui, et qui va se déclarer rapidement par une diarrhée. Cette diarrhée va être profuse, sans fièvre, mais beaucoup de vomissements, des douleurs abdominales. Cette diarrhée profuse, elle est exceptionnelle, avec l'aspect en eau de riz. On dit que c'est une diarrhée aqueuse et que la personne va se vider. Elle va se vider, ça va aller de 4 à 20 litres par jour.
Donc vous C'est imaginez énorme. pourquoi? Parce que non seulement, encore une fois, c'est une bactérie avec toxines. Oui. Actuellement, nous sommes à une pandémie avec le biotype Eltor, sérotype 1, et donc c'est toujours la 7e pandémie depuis les années 60, et elle est toujours aussi délétère. En fait, elle va pas pénétrer la cellule intestinale elle-même, mais elle va provoquer une perte en eau et en sodium. Elle va complètement bloquer la réabsorption. Nous, on a besoin de l'eau et du sodium, bien sûr, pour vivre. Nos corps humains est constitué à 75% d'eau. Donc, vous imaginez, la personne va se vider et très rapidement. Donc, en 2-3 jours, ce n'est plus qu'un squelette vivant. C'est très, très frappant. De toute façon, toutes les populations africaines, ou en tout cas là où, en zone d'endémie colérique, reconnaissent très vite le choléra. D'abord pour son odeur, ils disent que l'odeur est particulière, et bien sûr son aspect. Rapidement, la personne devient, bien sûr, elle est très très faible, Oui. et nous pouvons rapidement atteindre l'état de choc par choc hypovolémique et un certain nombre de collapsus. Ça veut dire que vous allez avoir des battements cardiaques qui vont aller très très vite, une chute de tension très rapide, encore une fois sans fièvre. Par rapport, c'est-à-dire lorsqu'on a un membre de la famille, quels sont les premiers symptômes, les premiers signes d'alerte pour qu'on puisse essayer d'éviter Bien sûr. les complications? Bien sûr. Donc les premiers signes, d'abord il va avoir une fatigue, il va être fatigué, une asthénie va s'installer très rapidement, et cette diarrhée qui va commencer à se déclencher presque toutes les 20 minutes. Il y a une selle toutes les 20 minutes. Donc c'est une selle liquide avec beaucoup de crampes abdominales qui va souiller literie, ustensiles, tout sera potentiellement contaminant. Et bien sûr, la personne elle-même, on va avoir les signes de déshydratation marqués en quelques heures, on va dire en 48 heures, 20 voire 72 heures. Vous allez avoir ces yeux excavés, c'est-à-dire c'est comme si les orbites sortaient, mais en fait c'est pas ça. C'est parce que la peau est asséchée, donc vous voyez bien les globes oculaires. C'est ça le contraste frappant, une très très grande fatigue. Et c'est très rapide, 72 très heures. très rapide, et la personne ne peut même plus manger, n'a plus la force de manger, parce Tout à qu'elle ne fait. fait que se vider. Donc c'est ça qui est pathognomonique. Bien sûr, encore une fois, il faut isoler le patient, c'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous voyez bien que ce n'est pas une diarrhée normale, il faut vite mettre le patient dans sa chambre seul, et surtout ne pas utiliser les ustensiles de cuisine ou qu'il est en train d'utiliser lui. Ce sera vraiment personnel pour lui. Là où vous préparez le repas, vous lui donnez tout ce qu'il va utiliser, ce sera personnel, encore une fois. Et si on fait bouillir l'eau, est-ce qu'on Alors, peut éviter la bactérie? Oui, bouillir l'eau, oui. Ça, c'est en amont, bien sûr. Quand vous avez un cas comme ça, vous devez suspecter l'eau potable à votre niveau, sauf si la personne est allée, bien sûr, elle s'alimente ailleurs, etc. Parce Oui. que ça, on peut pas savoir si c'est un papa qui mange ailleurs à l'usine ou là où il est en train dans les champs. Tout à fait. Il peut avoir ramené la pathologie Oui. d'ailleurs, hein, c'est pas forcément le foyer. Mais si c'est un enfant ou une personne qui reste à domicile, vous suspectez tout de suite l'eau à partir de laquelle vous buvez, vous lavez vos mains, vos fruits et légumes. Il faut tout de suite suspecter le plein d'eau, parce que c'est de là que ça vient. Donc, bien sûr, les premières mesures vont être de faire bouillir l'eau. Bien sûr, on dit de 15 minutes minimum pour permettre aux bactéries d'être complètement tuées, parce qu'il ne s'agit pas de les inactiver, mais carrément de les tuer, pour pouvoir ensuite préparer avec vos repas, les biberons des enfants, et bien sûr, Très bien. encore une fois, se laver les mains en entrant et en sortant des latrines. Il faut chercher aussi l'autre raison, si vous avez des latrines traditionnelles, parce que en Afrique, vous avez bien sûr dans les Oui, villages, oui. on a des latrines traditionnelles en argile et tout. Il faut vite vérifier votre circuit d'évacuation, comment cette fosse septique, est-ce que vous l'avez Très bien. assainie, vous Oui. l'avez vérifié avant la saison des pluies, est-ce que vous avez un doute? Dans ce cas-là, il faut peut-être vite la vider et la refaire entièrement. C'est très important de vous assurer que votre secteur, votre circuit d'eau usée est bien respecté. Et encore une fois, les latrines ne sont pas censées rejoindre un cours d'eau potable, parce que vous entretenez vous-même le cycle de Très contamination. très bien. Très très bien. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de dire. Effectivement, l'entretien, ça fait partie de la conscience. Hein. C'est normal. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, il faut aussi prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'eau soit propre. Surtout lorsqu'il s'agit de l'eau de boisson, pas seulement l'eau d'irrigation. Bon, l'eau d'irrigation, il n'y a pas de problème, mais par rapport à l'eau de boisson, c'est très important, ou l'eau où on lave les ustensiles de cuisine, etc., où on fait aussi l'eau
pour faire préparer le manger. Donc tout ça c'est important. Donc il faut avoir cette conscience de nettoyage, de contrôle. Si bien sûr vous avez les moyens de contrôler, parce que généralement on demande il faut partir soit dans les bureaux d'hygiène ou bien dans des institutions spécialisées. Ils vous donnent des bouteilles qu'il faut remplir pour qu'ils puissent analyser, voir la qualité de l'eau, ce qui est les pH, ou bien s'il y a c'est un signe de présence effectivement d'une contamination un peu particulière qui peut être très grave et très dangereuse. Docteur Bachaouch, on va parler maintenant de traitement. Oui. Donc on a parlé de mode de contamination, etc. On a parlé de la clinique. Donc quels sont les symptômes, surtout les premiers symptômes frappants, avant qu'il y ait ces complications. Donc faut éviter que ça tarde plus de 72 heures. Déjà 72 heures c'est énorme. Donc c'est déjà énorme, à la journée 20 litres 72 heures. Oui. Donc vous avez déjà la en journée. état de choc, Oui, déjà la journée, lorsque vous voyez la personne chaque 20 minutes il y a des vomissements, surtout les diarrhées chroniques, etc. Donc là, c'est un signe. Il faut faire très attention. Il faut soit préparer ce qu'on appelle un traitement de maison, ou bien carrément le transporter le plus tôt possible dans un centre de santé le plus proche pour qu'il puisse être pris en charge convenablement avec les conditions nécessaires. Voilà, donc le traitement, quels sont les traitements nécessaires ? Donc, bien sûr, quand la personne, vous voyez elle peut même plus se lever, évidemment, il faut l'emmener en urgence. Donc, il faut arriver à l'hôpital, la conduite à tenir est bien codifiée. Encore une fois, le traitement du choléra, ce sera un traitement symptomatique. C'est une réhydratation massive. Il faut remettre à la personne tout ce qu'elle a perdu. Alors, c'est très codifié par rapport à la prise en charge du malade colérique. Il va être placé sur un lit, on appelle ça le lit du colérique. C'est un lit qui est percé au milieu, permettant de mettre un seau gradué, déjà au niveau pour contrôler les selles. Voilà, on est en train de contrôler les pertes. Donc d'abord, c'est les selles. On mettra un deuxième seau gradué au niveau de son visage pour contrôler les pertes par vomissement. Donc ces pertes par vomissement et par selles nous indiquent sur les sorties et ça va nous indiquer à quel moment, comment on doit rythmer la réhydratation. La réhydratation intraveineuse est basée sur ce qu'on appelle la solution de Ringer lactate. Donc, elle a été bien codifiée où nous allons avoir tous nos électrolytes, tout ce qu'on a perdu, sodium, potassium, magnésium, etc. Tout ce qui est nécessaire pour l'humain, en plus de l'eau elle-même. Donc, nous nous aidons aussi en plus de solution glucosée qui aide la réabsorption du sodium. Ouais. Le glucose est connu pour cela. Nous allons avoir, bien sûr, ce qu'on appelle une réhydratation de charge au début. On peut passer 1 litre en 15 minutes. Donc, c'est la dose de charge. Et après, nous allons réguler et passer à 1 litre, mais en 30 minutes. En 2 litres en 30 minutes. Donc, la dose de charge est très importante, mais elle doit être sur surveillance régulière et, bien sûr, médicale, puisqu'il ne s'agit pas de surcharger en hydrique, puisqu'il y a des risques d'œdème cérébral, d'OAP chez le sujet âgé, d'œdème aigu du poumon. Donc, c'est surveillé, c'est codifié. Toute l'équipe médicale est mobilisée et, bien sûr, entraînée, formée pour la prise en charge du patient colérique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pertes que nous avons graduées vont nous aider pour l'ajustement. Parce que nous avons, bien sûr, un rythme codifié. À quel moment c'est la dose de charge, la vitesse d'IV, en intraveineux, et après comment on régule, après sur 24 heures. Donc, les premières 6 heures sont on va dire, décisives. Il faut aller très vite, mais bien sûr en surveillant le débit, parce que c'est là où on peut sauver le malade. Donc, les premières 6 heures. Après, on va aller sur 24 heures. Mais tout cela est codifié. Après, qu'est-ce qu'on ajuste? On va ajuster selon ce qu'on a trouvé dans nos seaux gradués. Ça va nous donner une idée de ce qu'il faut ajouter en plus. Donc, voilà comment on se prend en charge. On estime qu'une très bonne réhydratation intraveineuse sauve votre patient en 72 heures. En 3 jours, le patient est debout. Très bien. Donc, voilà. C'est très important. Ça, c'est pour ce qui est symptomatique. Ça, c'est très important. Voilà. À côté de cela, il y a l'antibiotique. L'antibiotique vient en 2e position pour le choléra. Pourquoi? Parce que c'est pas l'objectif. Notre objectif pour le choléra, maintenant, en 2e position, c'est de tuer les bactéries, empêcher encore la toxine de circuler et d'avoir des cas de contamination. On stoppe la contamination et on tue les bactéries encore dans le corps humain. Donc, ce sera à base de cycline jusqu'aux dernière épidémie, la dernière encore à Haïti.
il reste sensible au cycline, c'est une très bonne nouvelle, mais il y a une résistance qui commence à émerger, notamment par rapport au quinolone, donc c'est une autre classe. Mais heureusement, les cyclines sont encore sensibles, enfin le choléra, le vibrio cholérique est encore sensible au cycline. Donc pour l'adulte, c'est 300 mg en dose unique, mais nous avons bien sûr des contre-indications, des précautions d'emploi, des allergies. Exactement. Ça, c'est les érythromycines, par exemple, qui viendront prendre le relais, selon aussi des doses codifiées pour l'adulte et pour l'enfant et la femme enceinte. Heureusement qu'il y a la sensibilité, mais c'est pas une raison pour se faire contaminer. D'accord. Donc, Ouais, évitez de vous contaminer. Prenez les précautions nécessaires. Surtout, bon, c'est ce qu'on va voir maintenant avec la prévention, exactement. les mesures préventives. Mais quand même, c'est des mesures simples, des fois un peu coûteux, mais il y a les autorités, il y a les personnes aisées qui peuvent aussi contribuer. Il y a aussi des associations caritatives. Il y a des associations effectivement qui peuvent récolter une somme pour essayer d'aménager ou bien de construire carrément des puits ou bien des réserves d'eau très potables et très correctes avec un contrôle sanitaire. Donc c'est des bureaux d'hygiène communaux ou bien des institutions qui peuvent effectivement contrôler la qualité de l'eau. Il faut que ça soit très souvent, pas seulement une fois par an, mais pourquoi ne pas le faire 2 fois par an? Ça permet de sécuriser votre santé de votre famille, santé de l'environnement aussi. Donc, point de vue préventif, Dr Bachaouch, qu'est-ce qu'on peut... Très bien. On va reprendre bien sûr sur le plan bien sûr familial, la mère de famille, veiller à ce que l'eau avec laquelle vous préparez vos repas, vous préparez le biberon des enfants, soit potable encore une fois. Donc le meilleur moyen, c'est de bouillir l'eau si vous avez un doute là-dessus. Il faut vraiment bouillir l'eau, bouillir suffisamment longtemps. On estime que 15 minutes c'est suffisant, jusqu'à 20 minutes, mais 15 minutes c'est suffisant pour tuer les principales bactéries, bien sûr dangereuses pour l'humain. Vous laissez reposer, tiédir pour après bien sûr la consommer si c'est pour la boire. Sinon vous la consommez directement pour préparer vos repas ou les biberons des enfants. Il faut s'assurer aussi que l'hygiène est respectée en ce qui concerne bien sûr avant de manger, avant d'aller aux latrines, en sortant des latrines surtout. Donc bien sûr élever tous les enfants dans cet esprit-là, que l'hygiène des mains reste votre principal sauveur. C'est très très important par rapport à cela, parce que bien sûr il y a ce qu'on appelle nous les vaccins, mais on les garde surtout quand il y a des pics épidémiques, des émergences épidémiques où il faut stopper la production. Mais ce n'est pas bien sûr à l'ordre du jour. Nous, nos populations, nous préférons les instruire et les informer sur l'hygiène, aussi l'assainissement des puits, laver les fruits et légumes. Si vous avez un doute, il faut les éplucher, les faire cuire suffisamment longtemps. D'ailleurs, même pour la viande, pour d'autres pathogènes. Oui. Il faut rester toujours dans cet esprit de sécurité sanitaire. Ça veut dire comment bien préparer vos aliments et comment assurer l'hygiène en amont. Quand vous avez bien sûr un patient comme ça où il commence à avoir des symptômes, il faut tout de suite isoler, donc tout ce qui est literie, nettoyer, faire bouillir suffisamment, chlorer si vous pouvez chlorer la literie, donc de l'eau de javel dans l'eau de lavage des draps, bien sûr, et surtout les ustensiles également, javeliser quand vous faites la vaisselle d'un patient ou d'un cas suspect par rapport à cela. Les collectivités, bien sûr, comme a dit M. Bitam. Maintenant, il y a beaucoup ce qu'on appelle tout à fait la conscience communautaire, où plusieurs villages s'unissent pour construire le puits, parce qu'on a compris qu'un puits, ce n'est pas quelque chose de facile, et il ne faut pas banaliser, dire non, c'est rien du tout, un puits, on creuse et on retient l'eau. Au contraire, il faut s'assurer que ce puits ne devienne pas pour vous une source de maladies graves et de décès. Donc voilà, encore une fois, s'associer, faire des fonds communs communautaires pour construire des puits, bien sûr répondant aux normes et sécurisant par rapport à votre communauté, toujours à 1 mètre surélevé par rapport au sol, pour que quand il y a des crues et des inondations, il n'y a pas de risque de contamination, inondation des puits. Voilà. C'est très important. Là aussi, un autre paramètre, c'est les citernes. Donc, effectivement, comme vous l'avez bien dit, maintenant, c'est les citernes qui ont remplacé un peu les puits. Les citernes, ils ont aussi des conditions. Il ne suffit pas d'installer une citerne. Vous avez l'eau qui se remplit, on consomme l'eau, etc. Donc, les citernes aussi doivent être contrôlées, surveillées. La preuve, si vous avez une citerne qui a plus d'une année, vous avez qu'à ouvrir le couvercle et vous jetez un coup d'œil, vous allez voir que le fond, il est sale. Donc,
Donc malheureusement, ce qui fait peur des fois, donc lorsqu'il y a une cross-connexion entre l'eau potable et l'eau des égouts, et la citerne elle est remplie, donc vous allez carrément avoir un réservoir de cette bactérie à l'intérieur. Donc pour ça, il faut de temps en temps ouvrir, donc soit avoir un plombier, ou bien si vous avez les connaissances, donc de l'enlever, de la vider, de la nettoyer avec de l'eau de javel et de la remettre à sa place. Oui. Si vous pouvez le faire 2 fois par an, c'est énorme. C'est déjà beaucoup, mais malheureusement, on ne le fait pas. Il y a des gens qui ont plus de 10, 15 ans, voire 20 ans de citernes. Ils l'ont jamais ouvert. Donc, à chaque fois, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide. Mais il faut faire attention. Ça peut être un réservoir de pathogènes. Même ce qu'on appelle les citernes, enfin c'est pas des cuves, c'est des retenues d'eau domestiques. On appelle ça les bâches et tout. Oui. Il faut toujours au moins 2 fois par an mettre de la chaux. Donc c'est de la chaux sur les parois parce qu'on a creusé la terre, on a creusé comme de la roche. Donc tout à fait, vous allez avoir le même problème. Il faut penser à ça, la vider au moins 2 fois par an et mettre de la chaux là-dessus. Donc le chaulage, donc la chaux c'est très important, c'est pas coûteux, donc tout le monde peut se permettre. Et je pense que c'est une des solutions pour éviter les contaminations. On a aussi, donc il y a ce qu'on appelle une recette maison. Donc c'est bien de reprendre à titre préventif. Lorsque vous avez un enfant, un bébé, une femme enceinte, une malade chronique, des vieux, où vous avez vu les premiers symptômes de déshydratation, donc c'est un signe de surtout les douleurs abdominaux, la triade comme vous le dites bien. Donc les diarrhées chroniques, vous avez la qualité, la couleur des diarrhées, donc qui ressemble à l'eau de riz. Vous avez aussi les vomissements. Donc si vous avez ces 3 symptômes, automatiquement vous vous préparez. Si bien sûr le centre de santé est très loin de votre lieu d'habitation ou le lieu de présence de ce malade, et il faut au moins préparer quelque chose pour éviter cette déshydratation accrue. Donc, vous pouvez reprendre un peu les petites recettes maison. C'est effectivement que, comme encore une fois, quand il y a des diarrhées comme ça, c'est les extrêmes de vie sont les plus touchés, ou les personnes immunodéprimées. Donc, vous pouvez avoir les femmes enceintes ou les enfants en bas âge et les personnes âgées ou encore porteuses de maladies chroniques. Parce que la déshydratation va faire compliquer et décompenser toutes les pathologies chroniques. Si vous avez une diarrhée massive chez un infusion cardiaque, il va faire une décompensation. Il peut facilement faire même un infarctus et décéder. Donc il y a comme ça beaucoup de pathologies qui malheureusement, s'il y a un syndrome digestif aigu, intense avec des pertes hydriques, va aller vers la décompensation très très importante. Donc il s'agira bien sûr chez le petit enfant ou chez le sujet âgé, bien sûr de faire une réhydratation déjà à la maison. On peut reconstituer un soluté homogène en rajoutant une cuillère par exemple à soupe de sel, un peu de sucre, essayer. Ça c'est les premiers éléments. Il faut savoir qu'en officine, vous trouvez les sels de réhydratation oraux qui sont les premiers à être donnés. Dans 1 litre d'eau bouillie et refroidie, nous mettons un sachet de solution lyophilisée, bien sûr que c'est lyophilisé, de réhydratation orale. À côté de cela, vous avez tout ce qui est eau de riz, eau de cuisson, de riz, de carottes aussi, les purées à base de carottes qui peuvent aussi reconstituer rapidement un bol alimentaire. Ça, c'est bien sûr en premier temps, mais encore une fois, quand vous êtes devant un cas très suspect de choléra, c'est l'hôpital très très rapidement qui pourra bien sûr, espérant lui sauver la vie. Et là, effectivement, lorsque on n'est pas conscient, on laisse le malade souffrir pendant plus de 2 jours. Et là, malheureusement, ça peut donner des complications. Ça peut aller vers l'hospitalisation, voire mortalité à la fin. Donc, il faut faire très attention, il faut suivre, il faut contrôler. Donc c'est des gestes simples. Les remèdes sont simples, mais seulement, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Si le malade est pris en charge, même à l'intérieur d'une famille, le plus rapidement possible, avec des petits gestes. C'est quoi une carotte qu'on bouillit et qu'on donne c'est très simple. Hein. Donc c'est pas grand-chose. L'eau de riz, par exemple le riz, donc on peut donner l'eau, on force la personne à boire et ça réhydrate et ça compense effectivement. Donc effectivement, c'est des maladies qui sont évitables. Mais ça reste toujours un vrai problème de santé publique. On a toujours des cas de mortalité et c'est des maladies évitables, je le dis, je le redis. Et il faut qu'on soit consciencieux, il faut que chaque personne, chaque citoyen, chaque bon citoyen
et ces premiers, ce qu'on appelle les premiers gestes, qui est quand vous voyez quelque chose, de l'eau qui sort, de l'eau propre qui sort d'une route ou d'une rue, il faut déclarer parce que ça peut faire ce qu'on appelle des cross-connexions. Malheureusement, ça peut contaminer. Voilà, donc on est vers la fin de notre émission. Merci beaucoup, Dr Bachaouz, pour votre présence. C'est beaucoup d'informations très intéressantes et importantes. Merci. Et j'espère vous retrouver à la prochaine. Merci. Merci.